Quelles solutions technologiques au vol de bétail dans le Sénégal des profondeurs? Les TIC peuvent-elles s'avérer une bonne alternative face à un arsenal juridique qui peine à changer la donne? Quel serait le coût d'une telle protection et comment sensibiliser les acteurs de la filière? Pour en parler ce dimanche dans E-Tech, le jeune Sénégalais Mamoudou Eliman Kane, avec une dizaine d'années dans l'entrepreneuriat au service des éleveurs et des agriculteurs, l'ingénieur de conception en électronique et télécommunications, diplômé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'École supérieure polytechnique de Dakar, a mis au point un système de géolocalisation du troupeau qui permet d'alerter en temps réel les propriétaires. Il vient en parler ce dimanche 20 février sur e-Radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. N'eût été la folle mésaventure qui arrive à sa famille en 1992, peut-être que Mamoudou Eliman Kane n'aurait jamais dû être mon invité ce dimanche de février sur e-Radio. Cette année-là, jour de Tabaski à Khombol, il est 9h passé, tout le monde revient de la mosquée, du haut de ses 11 ans. Il se précipite vers l'enclos avec fougue, enthousiasme, empressement, bref, la bonne humeur qui va avec le jour. Il rentre donc dans l'enclos et ne trouve plus le gros bélier que son papa avait élevé pour l'occasion. Sur le champ, mon invité ne veut pas sinon refuse d'y croire et pourtant il faut se rendre à l'évidence, même quand elle ne vous arrange pas. Un voleur a eu l'idée, tout sauf bête, de se sauver avec la bête. Bonjour Mamoudou Eliman Kane. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir de vous recevoir. Il faut tout de même qu'on donne la suite de l'histoire à nos auditeurs. Papa a fait comment pour se rattraper à défaut de rattraper le voleur? Alors, plus ou moins, il y a eu un moment de doute. Est-ce qu'il fallait aller courir derrière le voleur ou bien est-ce qu'il fallait aller chercher un autre bélier parce que c'était bientôt l'heure de la prière. Et voilà, donc il a réfléchi, il m'a un peu tapoté. Il a donc eu au moins le temps de réfléchir. Il le fallait, voilà, il est devant son fils, il fallait un peu qu'il gère la situation, pas comme moi je l'ai géré en pleurant, ce genre de choses. Ah, vous avez même pleuré? Ah oui, 11 ans, voilà, on aime les moutons, voilà, on se taquine entre amis dans le quartier. On se défie surtout. Voilà. Amis. Voilà, et donc c'était un peu méchant de sa part, quoi, de la part du voleur, je veux dire. Et voilà, donc ça a été aussi une source de motivation, ça reste dans un coin de l'esprit. Et en grandissant, on grandit avec et ça pousse un peu à aider les gens à s'orienter dans le futur, qu'est-ce que ça donne. Avec des pertes et peut-être un manque à gagner chiffré à plusieurs milliards de francs CFA chaque année au Sénégal, le vol de bétail s'est imposé comme une des problématiques phares quand il est question d'élevage dans notre pays. Phénomène national, phénomène transfrontalier également, causant des morts, comme vous le rappelez sur votre site internet, des drames dans les villages, le dépouillement de familles entières qui ne tablent que sur cette activité pour subvenir à leurs besoins. Au Nigeria, dans le nord, plus de 300 000 bœufs, équivalent à un manque à gagner de 85 milliards volés rien qu'en 2016. Mais bien entendu, c'est une réalité qui n'est pas propre qu'à la sous-région ouest africaine. Alors que le renforcement de l'arsenal juridique au Sénégal peine à freiner l'avancée d'un tel fléau, vous avez donc décidé de mettre à contribution la technologie pour un impact réel sur le terrain. Ce n'est tout de même pas prétentieux de vouloir, rien qu'avec la technologie, éradiquer un phénomène aussi vieux que le monde. L'histoire nous a montré que dans le domaine de la santé, on a pu vaincre la rage, on a pu vaincre d'autres maladies grâce à la technologie. Donc, dans d'autres domaines aussi, la technologie a pas mal changé les paradigmes des gens, de leur vie. Et donc, puisqu'on a eu la chance de faire des études dans ce sens, on s'est dit que voilà, pourquoi pas nous aussi essayer de regarder des problèmes locaux, des problèmes africains, sénégalais, et essayer d'y apporter des solutions aussi faites par des Africains. On vous a cru au départ? Pas du tout, très compliqué. Voilà, vous rêvez, ça va jamais marcher, les gens ne l'ont pas fait. Voilà, si ça pouvait se faire, les autres l'amèneraient de l'Europe, d'ici ou d'ailleurs. Voilà, mais bon, on s'entête un peu quand on est têtu aussi, ça aide des fois. Oui, et d'ailleurs, une première réaction familiale, connaissant l'histoire de ce déclic, on en dit quoi chez vous? Les gens rigolent. Aujourd'hui, c'est même installé chez moi, dans ma famille, au niveau de l'enclos. Le papa, machallah, il est toujours là, la maman aussi, alhamdoulilah, que Dieu leur prête de longue vie. Amen. Donc, c'est installé actuellement à la maison où il y a 2 bergeries à Thiès. Et voilà, c'est une petite revanche, on va dire, petite revanche de l'histoire. Et voilà, ils aiment bien, des fois on en rigole. Voilà, et des fois aussi,
il me pousse à ajouter de nouvelles choses. Et même étant un peu plus âgé. Il vous challenge. Voilà, il nous challenge. Et si on faisait ceci, et si vous ajoutez cela, qu'est-ce que les gens en disent, etc., etc. Et ça m'aide un peu à améliorer. Depuis 3 ans, on essaie d'améliorer ça. Et votre voleur était informé qu'entre-temps, la technologie est arrivée? Je ne l'ai jamais connu. C'est dommage. Ou bien plutôt, plus ou moins, c'est bien aussi de l'autre côté. Mais bon, peut-être qu'à travers cette radio, il pourra entendre parler de cette solution. Mamoudou, un nom de Peul, certainement, si vous avez décidé de vous investir dans la lutte, c'est que vous y avez été poussé par votre fibre d'éleveur par ailleurs. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Un preneur africain avec comme rêve de sortir l'Afrique de la pauvreté à travers les TIC dont vous êtes un passionné. Vous venez de le démontrer encore une fois. Vous êtes ingénieur de conception en électronique et télécom, diplômé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Vous avez été plusieurs fois primé dans le monde entre le Maroc, la France et la Chine pour aller vite. Et aujourd'hui, vous nous rendez visite pour un regard technologique sur un problème qui vous tient technologiquement à cœur, le vol de bétail. D'abord, comment vous est venue l'idée de vous intéresser à ce phénomène? Certes, vous nous l'avez dit, avec ce déclic autour de l'histoire de ce vol à domicile. Très rapidement sur cette géolocalisation déjà comme première entrée à ce numéro, ça se passe comment? Alors au départ, donc en entrant un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a cela 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à mettre en place des systèmes de géolocalisation de véhicules. Et en regardant, en analysant, mais c'était plus des solutions importées, on va dire. Mais en regardant et en analysant, on s'est dit, mais tiens, ça c'est des choses qui sont plus ou moins basiques et qu'on pourrait nous-mêmes faire ici. Et c'est dans ce sens qu'on a commencé à aller plus loin, essayer de comprendre la solution, comment ça marche. Et là, actuellement, voilà, on essaie de géolocaliser pas mal de choses, pas que les véhicules. Donc, on est parti des véhicules, on le fait toujours. Nous géolocalisons aujourd'hui des animaux, des enfants et pas mal d'autres choses. Oui, des animaux, ça va être le cœur de ce numéro. D'abord, les puces, elles sont implémentées comment? Alors là, il faudrait que je reprécise, nous n'avons pas de puces. Les puces sont des petites cartes RFID, donc qui émettent une petite fréquence quand on les met à côté d'un petit champ magnétique. Donc les puces, on l'utilise plus pour, par exemple, ouvrir votre porte avec votre badge. Donc la puce est à l'intérieur du badge. Ces puces-là, on les met sous forme de grains de riz et on les insère au sous-cutané pour les chevaux ou les animaux. Et donc moi, je peux venir après avec un appareil et je lis le lecteur et il me dit ça, c'est l'animal de tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel, etc. Donc là, je peux identifier. Mais si l'animal s'éloigne de moi de 2 mètres ou de 10 mètres, je ne pourrai plus l'identifier. La géolocalisation... On peut le géolocaliser, non? En ce moment-là, non. Avec la puce, non. On peut l'identifier, il faut que je sois en contact. Il faut qu'on soit à moins d'1 mètre. Voilà, des fois même, on peut même aller jusqu'à moins de 10 cm. Alors que pour la géolocalisation, cette fois-ci, il faut un appareil qui est plus ou moins gros. Il faut une batterie parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Et puisqu'on parle de géolocalisation, les données nous viennent des satellites. Parce que c'est les satellites qui entourent la Terre qui permettent de capter la position actuelle à partir de 3, 4, 5 satellites. Et donc l'appareil même on peut difficilement le mettre sous-cutané. Donc c'est forcément sous forme de collier ou d'autres gadgets, mais qui se mettraient à l'extérieur, collier, montre ou d'autres appareils. Ou bien alors créer une antenne et faire en sorte que l'antenne soit proche de l'extérieur. Là, je vous challenge comme un financier ou comme un investisseur, mais ça n'est pas sûr parce que on peut toujours séparer un peu l'animal de son collier. Ça nous ramène à nos jeunes années d'éleveurs au village. Quand par exemple on mettait un très beau collier que papa nous offrait, mais que d'autres garçons nous volaient après. Alors tout à fait, ça a été un peu notre point de départ parce que comme j'ai dit, nous notre vraie valeur ajoutée c'est au niveau de cette détection de rupture. Nous arrivons aujourd'hui, après avoir mis en place des colliers. Nous n'avons pas inventé les colliers GPS. Alors nous, ce que nous avons amené de plus, c'est ce que vous venez de dire, la réponse à votre question. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, les gens font de la géolocalisation, mais il n'y a pas beaucoup de vols. C'est plus des animaux qui se perdent, telle vache est derrière telle colline. Donc le système attend chaque 24 heures pour envoyer une position. Aujourd'hui, vous vous faites voler à 2 heures du matin, vous n'allez pas attendre midi pour recevoir la position. Encore qu'il faudrait que le voleur il vous laisse le collier encore sur place. Qu'il soit un peu gentil, hein? Voilà, un peu compréhensif. Compréhensif, on va dire. Alors nous, maintenant, on a mis un système. Autour du collier, on a mis un dispositif. Quand on essaie de vandaliser le collier, on essaie de
sectionner. Dès que le voleur commence à essayer de sectionner, le système envoie des alertes SMS. Lui, il n'est même pas au courant. Mais il envoie 3 SMS à 3 numéros différents avec la position géographique de l'endroit où le voleur... Précise, position précise. À 10 mètres près. À 10 mètres près. On a une précision à 10 mètres. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous recevez le message avec la position géographique sur 3 téléphones différents. Ça peut être le propriétaire, le berger, la police ou éventuellement la gendarmerie. Et là, vous avez le temps d'intervenir. Donc, voilà ce que nous faisons. Mais ce n'est pas que la géolocalisation, mais plus détection et vous informer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, c'est à vous de prendre vos dispositions. Voilà, nous n'allons pas... C'est-à-dire Cela veut dire que nous vous donnons l'information que vous êtes en train d'être volé. Et maintenant, c'est à vous d'aller, si le voleur, parce qu'on a mis un dispositif qui permet de ralentir aussi l'action, des choses qui sont difficiles à couper, mais on a mis aussi d'autres dispositifs qui sont faciles à couper. Et celui qui est facile à couper est en premier lieu, ensuite celui qui est difficile à couper est en second lieu. Donc vous coupez le premier, nous on donne l'information et on essaie de vous retarder avec le second pour que l'autre il ait le temps de réagir. Maintenant, le gros avantage c'est quoi? Aujourd'hui vous allez à Linguère, etc. Les gens se font voler 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps plus tard, ils se réveillent, on dit mais taw jaaral penku diw jaaral sow. Et puis voilà, on s'éparpille. Ici, maintenant, on ne s'éparpille plus. On sait que de manière précise, il y a de cela 5 secondes, ils étaient à cet endroit-là. On peut même faire du géofencing. Ça veut dire quoi? Je peux, avec le collier, dire que dès que cet animal se sépare du berger de plus de 200 mètres, envoyez-moi une alerte. Dès que cet animal-là roule à plus de 40 km/h, envoyez-moi une alerte, etc. Donc, on peut rendre le système plus intelligent de sorte à avoir plusieurs types d'alertes qui nous permettraient d'être un peu informés très tôt. L'autre chose, c'est qu'aussi, il est designé sous forme d'amulette. Ce qui fait que, voilà, les voleurs pourraient ne pas savoir directement qu'il s'agit d'un dispositif. S'ils ne nous écoutent pas sur e-radio, ce 22. Anyway... Collier magique, collier technologique, ça revient au même. De toute façon, au niveau de nos vaches, vous êtes peu, voilà, ils ont déjà des colliers qu'ils utilisent pour essayer de contrer, mais dans un autre registre. Mais nous aussi, on essaie de faire la même chose, mais en utilisant cet aspect culturel-là pour un peu nous fondre dans la masse. Mais entendons-nous, au moins, on ne peut pas mettre une puce qu'on puisse suivre à distance. Ça, ce n'est pas possible. Sous-cutané, ce n'est pas possible parce que, comme j'ai dit, il faut des batteries, il faut l'appareil en tant que tel qui soit proche, en tout cas en face du ciel, proche du ciel pour pouvoir capter ces positions-là. Et donc, quelle est la taille de l'animal, où est-ce qu'on va l'insérer pour avoir toutes ces choses-là, c'est pas commode. Mais on peut suivre un téléphone à distance sur peut-être des milliers de kilomètres. Je dis peut-être n'importe quoi, les sociétés de téléphonie m'écoutent, mais on peut suivre un téléphone grâce à la puce, non? On suit le téléphone grâce à la SIM qui est dedans, grâce à l'appareil, parce qu'aujourd'hui, l'opérateur, lui, il a déjà déployé ses antennes. Oui. Et nous, quand on dit qu'on a le réseau, ça veut dire qu'on est connecté à ces antennes-là. À partir de ces antennes-là, eux, ils peuvent savoir à quelle distance se trouve un appareil. Mais c'est juste sur un rayon, quand je prends le cas d'une seule antenne. Mais ça aide, au moins, c'est très bien. Oui, mais je veux dire qu'il y a un dispositif qui est à côté, qui permet de dire que l'appareil est ici. S'il n'y avait pas ces antennes-là, ils ne peuvent pas géolocaliser. L'autre chose... Qu'est-ce qui vous empêcherait de vous connecter à ces antennes? Parce que la lutte contre le vol de bétail, c'est un phénomène, en fait, c'est une cause mondiale. Oui, si on veut utiliser ces antennes-là, ça peut se faire dans des zones à forte densité d'antennes. Parce qu'en fait, j'étais en train d'expliquer un peu la méthode de triangularisation. Si aujourd'hui, je n'ai qu'une seule antenne, mon dispositif me dit, si je suis aujourd'hui un opérateur téléphonique, il me dit que cet appareil-là est à 400 mètres de moi. Mais c'est assez vague, 400 mètres de moi. Si j'ai 2 antennes, d'accord, l'autre il me dit qu'il est à 800 mètres, l'autre il me dit à 400 mètres, et que je connais ces 2 antennes-là, je connais leur position, j'ai une meilleure précision. Si j'en ai 3 maintenant, j'ai une bonne précision. Mais quand on est en brousse, les gens qui quittent Dara pour migrer jusqu'à Casamance, etc., c'est des zones où vous avez une antenne qui va vous couvrir sur plusieurs kilomètres. Donc, à ce niveau-là, on n'a plus cette bonne précision. Mais n'empêche, on utilise toujours ces relais-là pour envoyer nos SMS. Donc, ce qui veut dire que nous couplons quelque chose de plus précis à ces réseaux déjà existants pour pouvoir véhiculer nos données. Tout de même, je sens qu'il y a un goût d'inachevé. Qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui, Eliman Kane, par exemple, de vous connecter à la police?
à la gendarmerie, pour que quand l'éleveur reçoit une alerte, reçoit une sonnerie, une sirène, que par exemple la brigade dédiée au vol de bétail par exemple ait la même information au même moment pour intervenir sans qu'on ait besoin de l'appeler? Ce serait l'idéal si on avait cette brigade. Ce serait l'idéal. Mais ça peut ne pas être une brigade, mais le poste de police ou le poste de gendarmerie, comme on dit au village, qui se trouve à côté. Oui. Enfin, nous, c'est ce qu'on a voulu faire. En mettant les 3 numéros vers lesquels on peut envoyer ces SMS avec les positions, l'idée, c'est que le dernier numéro soit celui de la police ou de la gendarmerie la plus proche. Mais c'est extrêmement compliqué de le faire à l'heure actuelle. On a essayé avec certains pour dire que voilà, est-ce que je peux vous donner tel numéro si ça sonne. Mais voilà, c'est un nouveau service. Est-ce que c'est le berger qui va payer les frais de carburant, etc. Est-ce qu'ils ont en disponibilité du carburant? Donc il y a pas mal d'aléas à l'heure actuelle qui font que c'est encore difficile. Là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'organiser nos éleveurs de sorte qu'ils puissent payer 10 personnes dans une zone donnée qui vont constituer une petite brigade mobile d'intervention, on va dire, et qui vont, quand il y a un forfait, qui vont aller descendre, mais de manière privée. C'est ce qu'on est en train de faire. L'idéal serait d'avoir la police et la gendarmerie, qu'on puisse à chaque zone mettre le numéro de la gendarmerie ou de la police la plus proche. Et là, ce serait vraiment top. Oui, mais là, ce serait un minimum de logique pour un État qui a décidé de renforcer son arsenal juridique. Ce serait un minimum de logique que d'interconnecter les principaux acteurs avec des jeunes Sénégalais qui ont inventé aujourd'hui une technologie, en tout cas qui mettent en place une technologie qui permet de lutter contre le phénomène. Ce serait bien que l'État aille jusqu'au bout de sa logique. Ce serait l'idéal, et nous prions de tout cœur de... Mais il ne faut pas prier, mais aller vers l'État, expliquer un peu la solution. Non, c'est fait. On a des courriers avec des charges où on explique la solution, notamment au niveau de... Vous êtes allé voir qui, par exemple, quelle autorité? Nous avons fait des courriers au niveau ministère de l'Intérieur. Nous avons été voir, comment on appelle ça, le ministère de l'Élevage, du temps surtout de Mme Aminata Bendingaye, que je salue. On a vu le Dr Saho, qui était le secrétaire général du ministère. Donc on a fait pas mal de démarches. Dr Abba, que je salue aussi au passage. Mais c'est pas facile. Voilà, l'administration, elle est un peu lourde. Et si on se dit qu'on attend, l'entreprise ne peut pas attendre. Il faut qu'elle vive. Il faut que ces solutions sortent. Il faut que les gens testent. Donc nous, en même temps qu'on est en train d'envoyer, qu'on a laissé nos courriers là-bas, pas mal de ministres sont passés entre-temps. Donc voilà, il faut essayer de reprendre encore le processus de... Il faut avancer, comme on dit au Sénégal. Donc voilà, on essaie toujours de laisser nos courriers, de faire ce qu'il faut faire, de faire en tout cas nos devoirs de ce côté-là. Mais nous avançons sur le terrain avec les éleveurs, avec les jeunes des villages, des communes, pour essayer de faire quelque chose qui marche. Aucun contact avec le chef de l'État? Ah si, chez le président de la République, on s'est rencontrés au Vivatech de 2019. Il était venu visiter notre stand. Vivatech, c'est une rencontre dédiée au digital en France. En France, à Paris. C'était en 2019. Voilà, il est venu nous voir, il est venu visiter notre stand avec une forte délégation, machallah. On a fait la démo devant le président de la République. Il nous a mis un rapport après avec un de ses conseillers. Bon voilà, mais ça traîne. Ça traîne un peu. Mais nous, en tout cas, on continue, on est sur le terrain, voilà, et on essaie d'avancer, comme on dit. Oui, et l'impact maintenant de ces solutions technologiques sur les éleveurs, le bétail? Un impact très positif jusqu'ici. Voilà. Des fois, on se fait réveiller même à 4 h du matin, tel qu'il vous dit, ah, mes grands dirigeants, voilà, ce matin, voilà, l'alarme m'a réveillé parce qu'il y avait des gens qui essayaient de casser telle chose, telle porte de mon enclos, et quand ça a sonné, ils ont tous fui. Ça fait plaisir. Voilà, même si... Ça sonne comment? Ah oui, on a mis des sirènes assourdissantes, on a mis des projecteurs de lumière, et quand il y a tentative d'ouverture au niveau de l'enclos, au niveau des portes, des murs et des fenêtres, dès qu'il y a un écart où vous pouvez mettre votre doigt, le système il se déclenche. Et il se déclenche, comme j'ai dit, en déclenchant des sirènes assourdissantes. En réveillant le quartier comme les camions de l'UCG les dimanches? Exactement. Comme les camions de l'UCG les dimanches? Exactement. Mais ce n'est pas positif, c'est ce que je veux dire. Mais il faut le faire. Il faut aussi qu'on essaie de renverser la peur. Il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, on ne peut pas venir. Vous êtes là en train de crier, personne ne sort. Personne ne sort. Parce que votre voix ne porte pas loin. Aujourd'hui, on met des systèmes, on est sûr que si ça se déclenche, 10 minutes, 15 minutes, les voleurs ils sont déjà à 2 km de chez vous.
Et voilà, là, vous pouvez rééteindre votre sirène. Le matin, maintenant, si vous voulez, vous sortez faire votre ziara et demander pardon à tout le monde. Mais au moins, vous avez pu vous protéger. Il le faut. Oui, et le système SMS, est-ce que vous pouvez en redire quelques mots rapidement? Très bien. Alors, les SMS, comment ils fonctionnent? Chaque fois qu'il y a tentative d'intrusion, le dispositif qui est sur place, à savoir donc les sirènes et les projecteurs se déclenchent pour mettre à nu les voleurs, pour essayer de les stresser. Et au même moment, 3 SMS partent vers 3 numéros différents pour dire qu'il y a un forfait qui est en train de se commettre à tel endroit, avec la position géographique. Donc si ça tombe aux mains de la police, ou bien si moi j'ai ma bergerie qui est à Thiès alors que je travaille à Dakar, je me réveille, je prends mes dispositions. Je peux pas aller directement sur le champ, mais je peux appeler tel ou tel autre voisin pour qu'il vienne aider mon gardien qui est sur place. Donc voilà, ça aide un peu à informer davantage de gens pour que les secours puissent s'organiser de manière beaucoup plus efficace. Voilà. Donc c'est donner l'information, le SMS sert à donner l'information, à donner la position géographique de l'endroit et aussi à donner même la nature du problème. Pour dire que c'est la porte qui est en train d'être attaquée, c'est le mur flanc droit qui est en train d'être attaqué, etc., etc. Donc on donne le maximum d'informations pour que la personne puisse prendre la décision la plus adéquate. Oui, ça c'est pour les bergeries, si j'ai bien compris. Maintenant, qu'en est-il des animaux en divagation? Alors, pour les animaux... En errance? Oui, les animaux en errance. Donc, là, c'est la géolocalisation qui fonctionne. Qui revient donc? Qui revient. Ou alors l'enclos mobile. Donc, aujourd'hui, on peut faire un système avec soit des filets de pêche avec des piquets. Donc, on met notre dispositif à l'intérieur. Ou bien un système de grillage que vous pouvez plier et déplier et mettre sur votre charrette avec toujours des piquets. Vous êtes dans un endroit donné. Et là, je veux insister sur ce point. Aujourd'hui, on a pas mal de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Ce dispositif d'enclos mobile, si on le donnait aux éleveurs, ils viennent dans un périmètre. Les préfets ou les maires ont déjà défini les zones de pâture. Ils viennent, ils déploient. Pendant 2 jours, 3 jours, les animaux sont sécurisés dans la zone et n'entreront pas dans les champs. Une semaine plus tard, il démonte son système, on enlève les piquets, on se déplace 2 km plus loin et on remet le système. En même temps, on ne gêne plus, grâce à ce système, les éleveurs, il n'y a plus de conflit donc. Et en même temps, lui-même, le berger, il est en train de sécuriser ses animaux. Donc voilà ce genre de système qui viennent aussi apporter d'autres solutions connexes à des problèmes connexes. Et comment on peut contourner votre système? Bien entendu, loin de nous l'idée d'inspirer les voleurs, mais c'est important au moins qu'on s'assure que ça marche très bien. Est-ce qu'on peut le contourner? Sans être prétentieux, il faut être le propriétaire du système pour le contourner. Voilà. Si vous avez le système, vous pouvez le contourner, ça veut dire quoi? Ne l'activez pas. On ne peut pas le désactiver à distance? Seul le propriétaire sait le faire. Donc c'est pour ça que je dis, seul le propriétaire peut faire en sorte de se faire avoir. Même aujourd'hui, chez moi, ma famille, s'ils oublient de désactiver le système et qu'ils viennent le matin pour ouvrir, pour donner du manger ou à boire aux animaux, s'ils ouvrent, ça sonne. Même le jour, même vous venez avec votre clé, le système ne connaît pas la clé. Ce qu'il connaît, c'est qu'il y a ouverture ou pas. Donc vous lui dites, activez-vous. Dès qu'il y a ouverture, tenez-moi informé, ou bien désactivez-vous, ne me donnez plus d'informations. Donc, le seul moyen, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que de contourner le système, c'est d'être le propriétaire du système et de ne pas l'activer. Et cette technologie, vous l'avez achetée où? C'est une technologie qu'on a brevetée au niveau de l'OAPI. Je peux vous soumettre. Qui veut dire l'OAPI? L'organisation... pour la propriété intellectuelle. Protection intellectuelle, pour la protection intellectuelle, effectivement. Donc ici, ils ont une branche qui s'appelle ASPIT. Et donc nous l'avons protégée à ce niveau-là. Pour dire que c'est quelque chose que nous avons nous-mêmes fait. Bon, je dirais pas, totalement. Je dirais pas fait, inventé, je préfère le mot fait. C'est un peu plus... C'est vous qui paramétrez, qui déparamétrez? Oui, tout se fait ici dans nos labos. Les gens peuvent... Ah, vous avez des labos? Oui, on a nos labos, on a nos locaux ici sur la VDN. Et en réalité, les gens pensent que c'est hyper compliqué. Il n'y a de choses compliquées que des choses qu'on ignore. Une fois que vous êtes dans le système, vous commencez à voir les choses de l'intérieur, vous voyez que ce n'est que de la logique. C'est des 0, c'est des 1, ça passe ou ça passe pas. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Nous sommes dans le domaine de l'Internet des objets. L'IoT, comme on dit. L'IoT, qui est un domaine plus ou moins nouveau, mais ça n'a rien d'extraordinaire. C'est juste de l'électronique programmable. Je dis à mon système, si tu vois tel événement,
donne-moi fais telle action. Si tu rencontres tel événement, fais telle action. C'est des commandes. C'est des commandes et c'est aussi simple que ça. Maintenant, après, voilà, la complexité vient de la façon dont on va tout combiner. Comment est-ce qu'on va gérer si le voleur il vient, il coupe mon énergie, donc ce qui veut dire que j'ai ma partie backup d'énergie. Comment est-ce que je fais si le voleur essaie de sectionner mon collier. Donc voilà, c'est en répondant à l'ensemble de ces questions-là qu'on parvient à avoir quelque chose d'intéressant et de plus ou moins exceptionnel. Et forcément, il y a une composante solaire, comme le bétail, c'est surtout dans le monde rural. Oui. Non? Enfin, s'il s'agit du collier, non. C'est des batteries qu'on va changer. Des batteries, d'accord. C'est des batteries qui sont... Ce n'est pas forcément du courant électrique, autrement dit, de Senelec, par exemple, non? Ça dépend du produit. Comme j'ai dit, on a 2 produits. On a le collier, il n'utilise pas le solaire. C'est des batteries qui sont assez robustes que nous mettons à l'intérieur, ce qui fait un peu que c'est pas très esthétique parce que ça a une un peu forte taille. Alors, l'autre aspect qui est plus ou moins le collier, l'enclos, celui-là, puisqu'on les enclos sont plus ou moins dans des zones avec énergie, on sait les faire en utilisant le courant du secteur du fournisseur d'énergie. On sait aussi les faire avec un système de panneaux solaires qui ne coûte pas du tout cher. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on a plusieurs types de fonctionnement qu'on a maîtrisés avec le temps qui nous permettent de gérer tout ça selon les conditions. Mahmoudou Eliman Kane, notre invité ce dimanche sur iRadio. Mahmoudou Eliman Kane est le monsieur antivol de l'écosystème des startups au Sénégal et certainement en Afrique parce que sa problématique regarde également un gros pays comme le Nigeria. Nous marquons à présent une pause de 25 minutes, le temps d'écouter les dernières infos de ce dimanche et l'on se retrouve juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur iRadio. Entre mon invité et la technologie, c'est une longue et surtout une terrible histoire qui remonte à 1992 quand un voleur a eu la générosité de surprendre, voire de secouer le très enthousiaste garçon qu'il était, cet Tabaski-là. Mahmoudou Eliman Kane avait 11 ans et depuis, il a juré de trouver solution à un phénomène aussi vieux que le monde. 30 ans après, à défaut d'avoir rattrapé le voleur, non pas seulement de son père, mais de sa famille tout entière, imaginez toutes les attentes autour de ce gros bélier évoqué dans la première partie. À défaut donc d'attraper le voleur, il aide à anticiper le vol et cela se décline à travers des systèmes de géolocalisation du bétail et d'alerte avec du SMS et des sirènes qui se déclenchent après détection d'une intrusion. Une technologie qu'il élargit à toutes les constructions, les pharmacies, les enclos, les autoroutes. Donc aujourd'hui, vous sortez complètement de l'enclos. Nous essayons d'ouvrir le marché. On a eu la période Covid qui a marqué un certain frein. Et on l'a encore, hein? Soit rappelé au passage. Très bien, voilà. Mais ça, il y a un réel embelli, le ciel s'éclaircit un peu. Et donc voilà, les activités étaient plus ou moins à l'arrêt, chacun s'occupait un peu de ses activités sans vouloir dépenser davantage. Alors, en ce moment-là, maintenant, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Parce que nous, on avait une cible qui était plus les bergers, voilà, des gens qui étaient plus ou moins... Ou alors les bergers du dimanche ici à Dakar qui ont un meilleur pouvoir d'achat. Donc, pour essayer d'élargir notre cible, on a regardé la technologie, on s'est dit, mais tiens, tout ce que nous faisons aujourd'hui pour les enclos, ça peut être fait pour des locaux, des bureaux, domiciles, boutiques, magasins, pharmacies. Et voilà, on a commencé à élargir, à installer pour... Est-ce qu'après, vous ne vous dispersez pas trop? Bon, l'objectif de départ, c'était pas ça, mais il faut qu'aussi l'entreprise continue à s'adapter et se diversifier. Mais on ne sort pas de notre cadre. On est en train d'éradiquer un phénomène qui est le vol. Nous sommes toujours sur le sujet vol. Le vol dans toutes ses formes. Maintenant, on peut spécifier pour dire vol de bétail parce que voilà, c'est un gros problème au Sénégal. Mais voilà, vol de pharmacie aussi, on en a. Voilà, vol dans les commerces, boutiques et autres aussi, on en a. Donc, nous, on reste dans notre cœur de métier qui est d'essayer d'éradiquer ce phénomène qui est le vol sous toutes ses formes. Mais le vol de bétail était plus vendeur.
Oui, il est beaucoup plus vendeur, mais s'il ne nourrit pas son homme aussi. S'il ne vend pas. Voilà, il faut qu'on cherche des alternatives et donc c'est dans ce sens-là qu'on a pu donc attaquer les pharmacies qui sont très enthousiastes avec ces solutions-là. Des entrepôts nous sont confiés aujourd'hui. Et apparemment, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les vigiles. Bah si, ça reste parce que toujours on a besoin d'avoir quelqu'un à côté. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un grand domaine. Donc là, vous déplacez le vigile. Avec vos solutions, vous déplacez le vigile. Il n'est plus forcément devant ou une position d'ailleurs qui le mettrait certainement très mal à l'aise face à l'agresseur qui pourrait le repérer d'emblée. Mais il peut peut-être se cacher quelque part et réagir quand, par exemple, la sirène s'annonce, se fait entendre. En fait, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui change. Le vigile, il reste, mais seulement il est mieux outillé. C'est juste ça qui change. Le vigile, il est là, il a son téléphone. Et quand il y a quelque chose qui se commet, si c'est un grand domaine, ou bien derrière lui, à 30 mètres derrière lui, ou bien derrière la cour, il peut ne pas être au courant si le gars ne fait pas beaucoup de bruit. Donc le système maintenant lui dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se faire à tel endroit de la maison, ou bien du champ, etc. Donc le vigile, il reste, on ne supprime pas d'emploi, mais il est mieux outillé. Il devient presque un vigile devant un écran, disons. Mais son écran de téléphone, il n'a pas besoin d'écran de supervision comme les caméras et autres. S'il veut, c'est des choses qu'on peut ajouter. Mais ici, on est plus dans le domaine de l'information en temps réel. On vous envoie. De la réactivité. De la réactivité. Dès qu'il y a quelque chose qui... De l'efficacité surtout. Quelque chose qui démarre, vous êtes au même niveau d'information que le voleur lui-même qui est en train de commettre le forfait. Donc, vous ne le laissez pas finir son job avant d'intervenir. Il démarre, vous êtes informé. Et là, vous avez le temps de réagir et de l'en empêcher. Oui, et ça avance, il y a de l'engouement. Oui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on est même en train d'attaquer un système, on a mis en place des systèmes de protection. Attaquer, mais vous n'attaquez pas. Vous n'attaquez pas, mais rassurez-nous, je suis très sérieux. Bon, j'étais sur un autre sujet. En fait, je parlais de la protection des autoroutes à péage. Donc, nous sommes en train de nous ouvrir dans ce domaine-là. Donc, globalement, on a commencé avec certains partenaires à essayer de protéger certains axes des autoroutes à péage contre les intrusions, les coupures de grillage. Sachant qu'on a aussi besoin de lumière, soit rappelé au patron de l'autoroute à péage. Tout à fait. Mais quand même, pour moi aussi, c'est une belle avancée parce qu'aujourd'hui, des gens sectionnent des grillages ou cassent des murs et puis essaient de traverser le soir ou la nuit et se font avoir avec des bus ou créent des accidents. Donc là aussi, si aujourd'hui, on peut détecter ces phénomènes-là très tôt, avant même que le gars ait fini de sectionner, il y a le véhicule de rotation qui vient, qui descend et qui l'en empêche. Pour moi, c'est extraordinaire. On sauve des vies. Tout à fait, on salue, mais on dit en même temps, pensons à l'éclairage. Au même moment, comme dit un fameux directeur, l'un n'exclut pas l'autre. Le mot est bien passé et j'adhère. Et actuellement, c'est donc une nouvelle branche de votre marché que vous exploitez. Mais si on en revient à l'élevage, parce que c'est un peu quand même qui reçoit un peu sur iRadio, ça a beaucoup parlé élevage, vous êtes tout de même conscient que avec ce cœur de métier élevage, à la longue, il fallait se diversifier parce que si tous les éleveurs s'équipent, c'est la fin du business sur cette branche-là, non? Ça dépend du business model en réalité. Aujourd'hui, si nous allons vers un modèle de vente, nous vendons. Et puis, si je vais maintenant dans un modèle d'abonnement où le berger, il souscrit et il paie de petits frais par mois, c'est un business qui est très pérenne dans la durée. Et le marché aussi ne se limite pas qu'au Sénégal. On a le Mali qui a les mêmes problématiques, on a la Mauritanie, on a le Burkina, toute la sous-région, jusqu'au Nigeria, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure. Donc le marché, il est africain, en réalité. Il est aussi immense que on peut l'imaginer. Il y a plus de têtes de bétail que de têtes d'humains en Afrique. Ce qui est très évident. Donc vous voyez donc que le marché, il est réel. Il est réel et il se trouve à tous les niveaux. Le marché a combien de milliards d'ailleurs? À plus de 10 milliards de dollars. Je chiffre bien en dollars. Wow. Ouais. Donc c'est un gros marché quand je raisonne à l'échelle africaine. Maintenant au Sénégal, on essaie d'abord de faire nos preuves ici au Sénégal, d'apprendre aussi et d'améliorer ce que nous faisons et ce que nous attelons à faire depuis 3 ans. Et donc, dès que nous nous sentirons davantage prêts, nous allons maintenant attaquer la sous-région progressivement sans trop nous précipiter. Donc, pour le moment, vous en
arrêté au Sénégal, c'est ça? Pour le moment, je dis bien. Oui, nous avons en tout cas tous fait au Sénégal. On a ouvert une filiale en 2021. Il n'y a pas une manifestation d'intérêt chez les voisins? Bah si, on a reçu des contacts du Cameroun, on en a reçu aussi du Mali, de la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on soit prêt, il ne faut pas qu'on se précipite. Voilà, des fois, si on n'est pas très solide ici... Mais pourquoi vous n'êtes pas prêt? Parce que l'idéal pour nous serait de pouvoir tout faire chez nous. Surtout sur la partie... Mais tout faire, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut tout faire? Enfin, on peut tout faire. Parce que ce que nous ne faisons pas par nous-mêmes, nous demandons aux autres de le faire pour nous. Alors que l'objectif... Vous ne voulez pas de dépendance? Pas que ça, mais cette main-d'œuvre-là, on en a besoin aussi ici. C'est pas des choses hyper compliquées et on peut transformer des gens qui faisaient pas grand-chose en des travailleurs qui vont donc nous aider à innover, à avancer. Aujourd'hui, nous avons besoin de mettre en place une usine pour confectionner et assembler nos colliers, mais c'est des choses qu'on ne trouve pas ici en Afrique. Donc avoir une usine de fabrication de microélectronique, on n'en a pas dans la sous-région. Aujourd'hui, si on parvenait à faire ça, c'est des choses qui coûtent autour de 300 millions de francs CFA. On va créer des milliers d'emplois. Et aussi, pour le moment, vous en avez créé combien? Aujourd'hui, on est à 18 employés. Ici au Sénégal, temps plein et partiel combiné. Et maintenant, on a aussi des freelances parce qu'il faut être plus ou moins agile. Tout ce qui est installation terrain, nous avons des gens des partenaires avec qui nous travaillons, mais qui sont autonomes. Dès que j'ai une installation qui se fait à Touba, j'envoie une équipe et ils sont payés à la tâche. Pourquoi? Parce que voilà, l'histoire nous a montré que voilà, si on s'était un peu agrippé à ces gens-là, on a eu la période Covid et ça aurait été catastrophique pour nous. Donc on gère de manière agile, on essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut sous-traiter, on le sous-traite, on essaie de faire au maximum payer à la tâche, mais on garde quand même un noyau dur qui soit très solide et qui reste dans l'entreprise. Et ça fait à peu près combien de milliards en chiffre d'affaires? Oui, chiffre d'affaires, oui. On n'en est pas encore au milliard. On est en train un peu de titiller les 100 millions. On n'y est pas encore. On avait une bonne prégresse. Vous estimez à vous regarder que c'est peu? Non, c'est très peu. Parce que quand je parle aujourd'hui de 80 millions, c'est une histoire de moins de 500 devices vendus, moins de 500 enclos et moins de 1000 colliers. Donc, vous voyez, on en est nulle part. Vous avez démarré depuis quand? Depuis 2018. On a démarré depuis 2018, mais on a fini nos premiers prototypes courant 2019. Aujourd'hui, on a, d'après l'ANSD, 61% de la population qui pratique l'élevage. Donc, ce qui veut dire que, voilà, en termes de familles qui pratiquent, on est à plus d'1 million de familles. Ça, c'est juste pour donner une idée très basse. Et donc, 1 million de familles, on est à moins de 1000 colliers vendus, moins de 1000 enclos. On n'a pas encore démarré. C'est ce que je veux dire. Mais le potentiel est là et donc au fur et à mesure, les gens comprennent, voient et commencent un peu à changer d'attitude. Oui, mais à comparer avec l'échelle globale d'éleveurs sur le territoire national, comment vous expliqueriez ce peu d'engouement? Bon, il y a un facteur culturel. Hein. Les gens sont plus enclins à... Est-ce que les marabouts ne vous concurrencent pas par ailleurs aussi? C'est ce que je voulais dire, c'est nos principaux concurrents. Les gens sont plus enclins à aller donner un gros bélier à un marabout pour qu'il lui fasse un petit collier, une amulette, etc. Mais apparemment, ça marche aussi, non? Bon, ils se font aussi avoir des autres, des fois. Donc, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, mais parce que au moins, votre solution, elle ne retient pas le voleur jusqu'au lever du jour, n'est-ce pas? Oui, mais au moins, il le fait fuir au moment au moment où il commence à... Il fait peur. Il fait peur. Mais vous, votre solution, elle fait peur et la solution peut-être du marabout, elle retient le voleur. Si ça marche, c'est tant mieux. Les gens aussi, quel que soit Alpha, ils combinent. Ils vont aller voir le marabout comme d'habitude, mais aussi ils vont essayer de voir quelque chose de plus rationnel. Comme on le fait avec la santé des humains. On va voir le marabout, après le lendemain, on va voir le docteur. Exactement. Et donc, c'est ce qui fait que des fois, pour certains, voilà, c'est très compliqué dans certaines zones, mais pour d'autres, par exemple, si je les taquine en les appelant les éleveurs du dimanche, c'est des gens qui sont très ouverts. C'est des gens qui travaillent dans de grosses boîtes, qui ont de l'argent, qui aiment élever, qui investissent. Ces gens-là, ils vous appellent, ils vous disent faites-moi des caméras, mettez-moi des... Ils sont rationnels, quoi, pour taquiner un peu. Hein. Ils sont rationnels. Maintenant, dès qu'on commence à aller un peu dans les zones rurales, c'est là où ça traîne un peu. Et voilà, il faut
expliquer. Alors que c'est dans le monde rural qu'on a le cœur en fait de la problématique. Tout à fait. Donc, et aussi, il y a un certain goût de vouloir avoir tout gratuit. Donc là aussi, ça freine un peu. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens aussi. Moi, je me dis, quelqu'un qui a 100 têtes, s'il en donne 3, il peut gérer tout son cheptel. C'est cher, c'est pas cher, maintenant, tout dépend de la valeur de son cheptel. Oui, mais est-ce que justement, par rapport à ces acteurs-là, il ne faudrait pas une sensibilisation bien spécifiée? La sensibilisation peut être beaucoup plus large si, d'aventure, l'État s'impliquait davantage. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc nous, on est obligé d'y aller pas à pas. L'idéal pour nous, c'est que l'État même subventionne ces outils-là, parce qu'on est en train de perdre beaucoup d'emplois. Les gens, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment l'élevage en réalité. Vous, moi, d'autres personnes. Mais voilà, au moment où ils vont vouloir se décider, ils vont se dire, mais tiens, si je mets ça, les gens vont venir agresser ma famille, voilà, mutiler des gens ici, je n'en veux pas, j'abandonne. Et c'est la principale cause pour laquelle on n'a jamais des moutons de Tabaski locaux, entre guillemets. On part toujours, on importe. Aujourd'hui, si chacun sait élever chez lui 10 têtes ou 5 têtes, après la tête, chacun devient vendeur même. Donc, non seulement moi je produis mon propre mouton, mais je peux en vendre 2 et avoir plus d'argent. Ces plus-values-là vont rester dans notre économie. Et c'est ça que nous essayons de vendre aux autorités. Et c'est là où maintenant les gens verront qu'on a fait même un document simulant une courbe pour montrer là où ça peut nous amener. Aujourd'hui, si vous avez 4 femelles, un mâle, et que chaque femelle donne, chaque 6 mois peut donner une portée. D'accord? J'en ai 4. À la fin de l'année, j'ai 8 nouveau-nés, on va dire, si j'ai pas de jumeaux. L'année prochaine, j'en aurai combien? Si je suppose que les 8 qui viennent d'arriver, j'en ai 4 qui sont des femelles, ça me fait 13. Ça me fait 9. Et ces 9-là, l'année prochaine, double portée encore par année. Au bout de 3 ans, mais les gens ont plus de 80 têtes. Ça peut employer 3, 4, 5 personnes. Et ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent réel que la personne peut prendre juste aller monnayer un mouton tout de suite. Regardez le prix de la viande qui monte comme c'est pas possible aussi. Avec les mesures contre le malien. Voilà. Donc, il est temps pour moi qu'on prenne des mesures. Au lieu d'aller investir dans d'autres domaines ou de dépendre de l'extérieur, on a des solutions qui peuvent nous permettre de créer des fermes intégrées où on peut mettre des groupes de jeunes et il suffit juste de leur laisser le temps. Autrement dit, il est temps que l'on se modernise. Davantage, oui, et qu'on regarde le système de l'intérieur. Regardez d'abord. Et qu'on sécurise l'existant. On sécurise l'existant davantage. Et aussi qu'on transforme un peu le mindset de mes amis, mes frères jeunes, pour qu'on retourne vers la terre, pour qu'on retourne vers l'élevage. Il y a une photo qui est plus ou moins... Le Reva. Non, je parlais d'une autre photo. C'est une photo d'un smartphone qui coûte à peu près 600 000 et que voilà, au bout de 2 ans, 3 ans, ce smartphone-là est pratiquement cassé, il n'y a plus d'écran et à moins de 10 000 francs comme valeur. Si vous aviez acheté avec ces 800 000-là 3 chèvres, 4 moutons, etc., au bout de 3 ans, mais vous avez un cheptel conséquent. Et c'est comme ça qu'on devrait expliquer ça à nos jeunes. Chacun a un iPhone avec lui, chacun a un Android exceptionnel. Et cet argent-là... De dernier cri. On le met dans l'élevage. Dans 2 ans, je vous promets, on n'importera aucun mouton. Et le voleur vous le pique même le lendemain, pendant qu'on parle de vol. Pardon? Et le voleur vous pique cet iPhone de 1 million, de 2 millions, pendant qu'on parle de vol. Voilà. Et voilà, il vous le pique et vous ne pouvez pas rester sans téléphone. Dans les 48 heures, vous allez vous trouver un autre téléphone. Et voilà, donc c'est de l'argent qui, pour moi, qui est mal investi. Et pour moi, c'est ce recadrage-là qu'il faut essayer de voir de manière holistique. Oui, le marché d'ailleurs de la géolocalisation, parce qu'on en parle de plus en plus, la géolocalisation également des voitures, on l'oublie souvent parce qu'il y a aussi un gros phénomène de vol de voitures au Sénégal, en France, le phénomène est mondial. Ce marché d'appareils géologues, vous le trouvez comment? Est-ce que c'est un bon secteur pour employer, pour recruter, pendant qu'on parle de recrutement, de politique d'emploi au Sénégal? Oui, c'est un marché qui est très porteur, sachant que voilà, le nombre de véhicules augmente,
le nombre de bétail augmente, donc c'est des choses qui augmentent d'année en année. Et donc, ce qui fait que ça a un potentiel immense. Aujourd'hui, vous avez parlé des vols de véhicules, qui est un phénomène réel. Et donc, la géolocalisation est un réel frein à ce phénomène-là. Vous faites voler 2 heures de temps, 3 heures de temps après, vous amenez la police, vous récupérez votre véhicule. Là, au moins, c'est assez sûr. On a ici pas mal d'amis taximans qui perdent leur véhicule pendant 2 ans, 3 ans, avant de retrouver ça. Voilà, ils ont perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Alors que s'ils avaient investi une journée de travail par mois pour sécuriser leur véhicule, au bout de 3 ans, ils en ont acheté un deuxième. Donc, pour moi, le secteur, il est très prometteur. Il y a aussi pas mal d'acteurs, mais c'est plus des acteurs qui restent dans l'ancienne école. On reste sur les véhicules. Voilà, on veut traquer les chauffeurs, on veut traquer les allers et retours des gens. Ça s'arrête là. Mais nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'élargir et voir d'autres problématiques autour de la géolocalisation qui ne seraient pas que les véhicules. En tout cas, on attend cette interconnexion avec le monde de la police, le monde de la gendarmerie, donc des forces de l'ordre, parce que nous tous, nous tirons notre légitimité des populations, des seules populations d'ailleurs qui nous écoutent. L'occasion de remercier l'ensemble de ces auditeurs qui écoutent iRadio et plus particulièrement l'émission E-Tech. Il nous reste encore quelques minutes. Mamoudou Elimane Kane, notre invité ce dimanche sur iRadio. Le phénomène du vol d'enfants, parlons-en. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Parce que la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui propose des solutions à un problème, à des problèmes. Alors, à ce niveau-là, on a proposé ici une version miniaturisée du collier du bétail, si vous voulez, et nous l'avons appelé bracelet digital. Donc, c'est un bracelet qu'on peut mettre... Qu'on ne peut pas enlever comme le bracelet qu'on met sur la main ou en tout cas chez un prisonnier. Ici, on peut toujours l'enlever. C'est pour ça que je parlais de notre usine, pour qu'on arrive, pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là, d'avoir ce type de matériaux-là. Mais puisqu'on ne l'a pas, n'empêche, on a mis un système, vous pouvez avoir quelque chose qui peut ressembler à une montre. Mais on ne peut pas le mettre quelque part où ça ne se verrait pas, sur l'enfant par exemple? Si c'est possible, mais ça peut être un peu gênant, parce que jusqu'ici, nous avons une fabrication à la main. On a certes des imprimantes 3D, mais sur certains aspects, voilà, c'est des choses qu'il nous faut voir, toucher pour pouvoir faire des soudures. Donc, on est encore sur des tailles qui sont plus ou moins pas très très petites. D'où l'idée d'avoir cette usine-là qui va nous permettre aujourd'hui ce que nous faisons et qui est à la taille de mon poing, qui peut tenir sur le cercle de votre montre. Donc, c'est là où nous voulons arriver pour effectivement gérer la partie miniaturisation. Oui, par exemple, quelque chose qui prendrait la forme d'une très belle montre, voire une très belle montre qui fait office en même temps d'outil de géolocalisation. Ça, nous le faisons, je ne donne pas souvent le vrai mot, nous parlons de bracelet électronique. C'est des choses qu'on peut... Oui, mais sauf que ça, vous ne l'avez pas inventé. Tout le monde parle de bracelet électronique. Oui, mais c'est différent. Nous ne parlons pas des bracelets hyper saillants comme ceux des prisonniers ou autres. Ici, on est dans quelque chose qui se fond dans la nature. Je ne veux pas juste nommer le terme parce que on est dans le domaine de la sécurité. Mais l'avantage que nous donnons aujourd'hui, celui qui a une montre, si vous détachez la montre, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui vous informe. Nous, c'est toujours ça notre force. Quand on détache quelque chose, quand on enlève quelque chose, vous êtes informé. Et c'est ça que nous venons ajouter à ces bracelets-là, de sorte que vous avez votre enfant, vous avez votre téléphone, vous pouvez le localiser. Et si quelqu'un essaie d'enlever le bracelet, vous avez aussi l'information avec la position géographique. Mais toujours, on a des limites. La limite, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas aller à un niveau où on dira que cet appareil-là, on ne peut pas l'enlever. C'est ça notre limite et il nous faut cette usine-là pour arriver à cette partie-là. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez tomber sous le coup de la loi de 2008? Vous comprenez là où je vais en venir. La CDP, par exemple. Quelles sont les relations qui vous lierez? Rien à ce jour? Alors, à ce niveau, nous déclarons toujours quand nous déployons des applications qui traitent des données personnelles. Bon, mais ici, on est plus sur les animaux, sur les grillages, sur les murs. Donc, on n'a pas trop de problèmes avec la CDP. Maintenant, si demain,
d'aventure on entre dans cette partie-là Dans la petite enfance, par exemple. Voilà, en ce moment-là, il nous faudra davantage nous rapprocher de la CDP et d'expliquer le process, comment ça va. Ils sont très ouverts. On a déjà fait avec d'autres applications le circuit de la CDP qui nous ont accompagnés pour nous aider vraiment à être dans les normes, que nous remercions au passage. Nous restons d'ailleurs, Mamoudou Eliman Kane, sur ces aspects liés aux données personnelles. De plus en plus, on voit par exemple des solutions pour dire comment géolocaliser votre enfant, votre épouse, votre époux, votre famille. Où s'arrête la protection et où commence la violation de cette protection, autrement dit des données personnelles? Enfin, pour les couples, ça commence d'abord à l'intérieur du couple. Si on se fait confiance, on n'a pas ces problématiques-là. Mais bon, toujours est-il qu'il y a beaucoup de bluffs aussi autour de ce sujet. Il y a beaucoup d'applications. Tout à fait, que nous avons essayé, mais ça s'est avéré un bluff à la fin, effectivement. Voilà, donc il y a beaucoup d'applications comme ça qui vous pouvez géolocaliser celui qui vous appelle, celui qui fait ceci. C'est des gens qui cherchent à véhiculer de la pub en ayant le maximum de téléchargements. Mais pour faire de la géolocalisation, il y a des préalables. Nous le faisons avec les téléphones. Pour le pèlerinage à la Mecque, nous géolocalisons les pèlerins parce qu'il arrive que nos amis sérères se perdent tout le temps à la Mecque. Surtout après l'émotion. Après l'émotion, exactement. Et donc voilà, avec des partenaires ici, Moustapha Niang, que je salue aussi au passage, nous avons des applications qui nous permettent à chaque fois qu'on doit aller à la Mecque, on l'installe dans les téléphones et on leur dit juste démarrer l'application, ne faites rien d'autre. Il n'y a même pas à ouvrir pour dire que je suis... J'espère qu'ils ne vont pas éteindre leur téléphone, les serrères. Ou même s'ils l'éteignent, ça peut marcher. S'ils l'éteignent, vous avez la dernière position parce que là, on est dépendant de l'énergie du téléphone. Mais en général, ce qu'on leur dit, démarrez avant de sortir de votre hôtel et faites tout ce que vous voulez. Et assurez-vous d'avoir chargé votre téléphone la veille. Et ça marche super bien. Quand les gens rentrent et que les serrères sont dehors, et voilà, c'est le tout-couleur qui part les chercher. Donc, le fameux sétirer de nos amis serrères. Et c'est une solution pour serrères et Diola ou rassurez-nous pour tout le monde? Pour tout le monde. C'était juste pour taquiner mes frères serrères. Oui, et quelles sont les perspectives en une minute actuellement? Alors, les perspectives, c'est plus d'aller vers des levées de fonds pour essayer d'investir sur cette usine dont je parlais tout à l'heure. Essayer aussi de consolider nos acquis en termes de tout ce que nous faisons comme protection des boutiques, pharmacies, autoroutes à péage et autres. Et commencer maintenant à nous ouvrir dans la sous-région, au Mali, la Côte d'Ivoire dans les 2 prochaines années, Inch'Allah. Finalement, votre voleur de 1992 a bien fait. Oui, à l'époque, il a mal fait, mais là, je serais tenté de le remercier. Et c'est à nous de vous remercier maintenant. Merci beaucoup, Mamoudou Eliman Kane. Merci, Ousmane, c'est gentil. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce dimanche. On parlait de vol au pluriel, vol de bétail, vol d'enfants, parce que ça peut arriver, et vol d'autres choses dans d'autres secteurs. Merci d'avoir été encore une fois notre invité ce dimanche sur iRadio. Merci très chers amis auditeurs pour la confiance, pour la fidélité, pour l'attention et pour l'exigence également. C'est ça qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Merci. Excellent dimanche et excellente semaine.